Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, l'Organisation internationale du travail a lancé la première journée mondiale contre le travail des enfants en 2002 pour attirer l'attention sur le sort dramatique des enfants travailleurs. Observée le 12 juin de chaque année, cette journée est destinée à servir de catalyseur au mouvement mondial grandissant contre le travail des enfants. Retour sur cette célébration dans ce journal. Le mercredi du Conseil des ministres, l'exécutif s'est penché sur plusieurs décisions dont la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 au Bénin, à suivre l'intégralité des décisions dans un instant. Au cœur de l'actualité internationale, le gouvernement du Mali a adopté ce mercredi un projet de loi portant révision de la charte de la transition autorisant un mandat de 5 ans renouvelable au président de la transition, le général Assimi Goïta, à partir de 2025, à l'instar de ses pairs de la Confédération AES. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants, une initiative portée par l'OIT pour sensibiliser à un fléau qui prive des millions d'enfants de leur enfance. Cette journée invite à réfléchir aux réalités sombres du travail des enfants, tout en mettant en lumière les progrès réalisés et les défis qui persistent. Suivons. Le 12 juin de chaque année, le monde entier commémore la Journée mondiale contre le travail des enfants. Cette journée a été instituée par l'Organisation internationale du travail en 2002. Depuis 2000, pendant près de 2 décennies, le monde a fait des progrès constants dans la réduction du travail des enfants. Mais ces dernières années, les conflits, les crises et la pandémie de VIH-Sida ont plongé davantage de familles dans la pauvreté et contraint des millions d'enfants à travailler. La croissance économique n'a pas été suffisante et encore moins inclusive pour alléger la pression exercée sur un grand nombre de familles et de communautés pour qu'elles recourent au travail des enfants. L'expérience cumulée de la lutte contre le travail des enfants au cours des 3 dernières décennies a montré que le travail des enfants peut être éliminé si l'on s'attaque à ses causes profondes. Les mesures pour y remédier comprennent l'établissement et la mise en œuvre d'un cadre juridique solide fondé sur les normes internationales du travail et le dialogue social, l'accès universel à une éducation de qualité et à la protection sociale. Près de 138 millions d'enfants ont travaillé en 2024 dans le monde, dont environ 54 millions dans des travaux dangereux susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur développement, selon de nouvelles estimations publiées ce mercredi par 2 agences des Nations Unies à la veille de la journée. Cette année 2025, la Journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée sous le thème « Les progrès sont visibles, mais il reste beaucoup à faire. Accélérons nos efforts. » Par le choix de ce thème, l'Organisation internationale du travail invite les États membres à intensifier les actions de lutte contre le travail des enfants. Ainsi, la Convention numéro 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants universellement ratifiée rappelle les États membres à élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les formes de travail des enfants. Éduquer un enfant, c'est l'accompagner dans son développement tout en lui apprenant les règles de la vie en société. Pour cela, les méthodes utilisées varient selon les cultures et les convictions des parents. Parmi elles, le châtiment corporel continu de fait débat. Certains le considèrent comme un outil nécessaire, tandis que d'autres y voient une atteinte à l'équilibre de l'enfant. Dans ce contexte, une question centrale se pose. Le recours à la violence physique peut-il encore être justifié dans l'éducation des enfants? La réponse dans cet élément. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on.
L'éducation de l'enfant, c'est à la fois tout lui donner pour son épanouissement. Il existe plusieurs moyens pour assurer une bonne éducation. Pour éduquer un enfant, on a beaucoup de méthodes pour une bonne éducation. Mais je pourrais dire que la première manière pour bien éduquer son enfant est basée sur la communication. La communication, cela voudra dire que quoi? J'ai mon enfant, je veux éduquer mon enfant. Je dois apprendre à passer du temps avec mon enfant. Je dois apprendre à l'écouter. Je dois apprendre à faire un dialogue à des moments donnés avec mon enfant. Un parent qui n'a pas l'habitude d'accorder du temps avec à son enfant, qui ne discute pas avec son enfant, il sera difficile à ce parent de contrôler son enfant. Vous voyez? Donc il sera vraiment difficile à ce parent de contrôler son enfant. Donc cela voudra dire que pour bien éduquer son enfant, il faut d'abord qu'il y ait la communication entre le parent et l'enfant. Qu'il y ait des temps d'échange entre le parent et son enfant. Le parent doit apprendre à écouter son enfant. Vous voyez? Donc de nos jours, on a des parents qui sont vraiment, on a besoin de l'argent, on doit chercher de l'argent. On a des parents qui sont tellement concentrés sur le travail, le boulot et consort et qui ne trouvent pas du temps pour passer avec les enfants. Ce sont ces enfants qui, malgré que les parents sont bien éduqués, mais ces enfants ne reçoivent pas l'éducation idéale pour pouvoir savoir vivre dans la société. La fessée, la chicotte, les coups sont des actes parfois commis contre les enfants dans le but de leur inculquer un savoir-faire. Des faits et gestes qui ne sont pas forcément une option idéale dans le processus éducatif des enfants. Très souvent, on a tendance à éduquer les enfants avec le châtiment corporel, par exemple. On a tendance à éduquer nos enfants lorsque je lui dis une telle chose, une fois, deux fois, il ne respecte pas. On fait recours au châtiment corporel. Mais on oublie très souvent que le châtiment corporel n'est pas un moyen idéal, n'est pas le moyen idéal pour éduquer son enfant. Alors il faut fixer des règles claires, c'est-à-dire des interdits, mais des interdits clairs. Il ne faut pas fixer des interdits qui dépassent les capacités de l'enfant. Les interdits clairs, les choses que l'enfant peut faire. Il faut apprendre à l'enfant ce qu'on attend de lui au fait. Donc il faut garder d'abord que quoi? Il n'y a jamais un mauvais enfant. Il n'y a pas de mauvais enfants. Mais il y a des mauvais comportements. Un enfant peut avoir des mauvais comportements, mais l'enfant n'est jamais une mauvaise personne. Mais on a tendance à dire que l'enfant, il est un mauvais garçon, il est une mauvaise fille. Mais c'est le contraire. Il a des mauvais comportements. Il faut chercher maintenant comment faire pour pouvoir arracher ces mauvais comportements de cet enfant. C'est ce qui nous manque. Les parents ont tendance à classer automatiquement ces enfants comme ça. Comme il a ces comportements, il est un mauvais garçon, il est une mauvaise fille. Et on cherche des moyens maintenant pour pouvoir le ramener à l'ordre en faisant l'usage du châtiment corporel. Sans oublier que cet enfant qui est en train de subir le châtiment corporel va finalement commencer par te détester. C'est ça qui crée les cas de délinquants qu'on a de nos jours. Il y a des personnes qui n'ont pas vécu l'amour parce que le parent est tellement dur à la maison. Moi, c'est le bâton. Et ces enfants grandissent avec la rancune dans leur cœur. Ce qui fait que demain, ceux qui vont développer dans leur foyer demain, c'est le châtiment corporel. Éduquer un enfant afin d'en faire un homme n'est pas une tâche aisée pour les parents. Juras Badonou prodigue ici quelques conseils. Pour mes chers parents, je pourrais dire que l'éducation de l'enfant, l'éducation des enfants, c'est une chose très très importante. Lorsque l'enfant rate son éducation, ça va agir sur lui dans la vie future. Maintenant, il faut s'assurer que l'enfant a réussi son éducation. Lorsque j'ai un enfant qui développe de bons comportements, je peux dire que j'ai réussi l'éducation de cet enfant. Maintenant, lorsque mon enfant développe de mauvais comportements, je peux totalement conclure que je n'ai pas réussi l'éducation de mon enfant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses qu'il faut faire, il faut trouver du temps à passer avec ses enfants. Deuxième chose, il faut faire quoi? Il faut trouver des moyens de distraction créative pour les enfants. Éduquer un enfant exige des valeurs éthiques et morales, un savoir-faire dont doivent faire preuve les parents pour assurer un devenir meilleur pour leurs enfants.
Autre information dans ce journal, la phase écrite de l'examen du BEPC, session de juin 2025, a pris fin ce jeudi par l'épreuve de mathématiques après 3 jours de composition. Les candidats ainsi que leurs parents ont désormais les attentions focalisées sur l'appréciation des copies avant la proclamation des résultats. C'est du moins ce qui ressort du constat fait par notre équipe de reportage présente dans la commune de Koma, département du Mono. La phase écrite de l'examen du BEPC, session de juin 2025, est terminée ce jeudi. Après l'épreuve de mathématiques, la dernière de la journée, les candidats peuvent pousser un ouf de soulagement. À la sortie, entre amis, l'instant est dédié aux discussions avec en toile de fond les 3 jours de composition. Ça s'est bien passé, à mon avis, c'était abordable et puis le temps nous a permis de terminer l'épreuve. La matière qui m'a un peu dérangée, c'est l'anglais. Parce que bon, naturellement, je ne travaille pas trop en anglais, donc ça m'a un peu causé de problèmes afin de résoudre les systèmes. Mais bon, je ferai l'effort d'avoir la moyenne quand même. Au fait, l'épreuve de mathématiques vient de terminer là. En tout cas, au niveau du problème numéro 1, j'ai bien réussi le problème numéro 1. J'ai eu des soucis au niveau de la dernière question du problème 2 et de la 3e question du problème 3. Mais dans tous les cas, j'aurai au moins la moyenne. À part la mathématique là, au niveau d'histoire géo là, la dissertation m'a un peu créé de problèmes par rapport à la révolte de Savoie. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Parce que la plupart disaient que c'est Ménélique II qui allait sortir. Et nous tous on apprenait Ménélique II. Mais par surprise, ils nous ont amené ça. Ouais. En tout cas, moi aussi j'ai fait de mon mieux par rapport à ça. Ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé, ça a été très facile. Et les autres épreuves aussi, ça a été très facile. Nous venons de terminer la mathématique. L'épreuve de mathématiques a été abordable. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce que tout ce qui est sorti, c'est des exercices de maison, donc ce qu'on a déjà traité. Tout au long de la composition, les géniteurs n'ont pas marchandé leur soutien envers leurs enfants. Chaque matin, je l'amène ici et le soir, je viens la chercher, je le concerne ce qu'elle va manger, ce qu'elle ne va pas faire là. Je le soutiens pour tout ça là. Et je dois l'accompagner pour que ce que je ne peux pas faire là, lui doit me faire ça pour m'encourager. J'amène les matins, je viens le chercher les midis, je le ramène à 15h et je vois qu'il vient de finir. Leurs professeurs ont beaucoup fait. Ils les ont conseillé, ils leur ont dit comment ils vont rester au temps de l'examen, ainsi que nous les parents. Moi, en tant que papa, je l'ai fait aussi à mon garçon. Mon enfant, tant si, son manger, et les produits qu'il peut prendre pour ne pas être malade, dans tout ça là. Je fais tout ça là pour son avenir meilleur. Je fais tout ça là pour être un bon père. Je suis là pour assister mon enfant, pour le reconforter et l'amener à la maison. Je l'ai préparé psychologiquement, financièrement et émotionnellement. Il a ses affaires, comment va se comporter au niveau devant les épreuves et après les épreuves, comment il va se comporter. C'est capital et il faut beaucoup prier aussi. La parenthèse des heures de forte concentration, parfois mêlée de stress ou de nuit blanche, est désormais tournée. À présent, les attentions sont focalisées sur l'appréciation des copies, une étape cruciale pour laquelle parents et candidats appellent à la mansuétude des correcteurs. J'aimerais que nos professeurs corrigent en regardant la situation de nos parents parce que durant toute l'année, nos parents se sont chinés pour nous, pour que nous puissions venir ici pour composer. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Je supplie les correcteurs de nous voir, les copies de mieux nous faire pour qu'ils nous voient un peu, pour que nous aussi nous ayons la majorité de la moyenne pour passer en classe de seconde. Les enseignants sont des parents d'élèves aussi et sont conscients de l'effort de chaque élève. Le stress peut faire que l'enfant ne peut pas se présenter bien sur les copies. Des fois quand on regarde sa copie, on dit que l'enfant, non, il est sur le chemin. Mais c'est de con, donc c'est des parents d'élèves aussi, donc ils savent ce qu'ils vont faire. En attendant les résultats, c'est un sentiment de satisfaction qui anime ces candidats rencontrés ici à Comé. Ils sont heureux d'avoir bouclé en toute sérénité la première phase de cet examen.
On ouvre les portes de la Marina pour entendre les décisions prises ce mercredi. En Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de transmettre à l'Assemblée nationale un projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 au Bénin, création d'une société d'exploitation des loisirs et activités du Golfe suivant l'intégralité des décisions avec le porte-parole du gouvernement. S'agissant des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. La présente vision est formulée dans une approche participative, scientifique et inclusive après l'évaluation de la première. Elle postule que, citation, « À l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de prospérité et de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international pour le bien-être commun. » Fin de citation. Par ailleurs, elle s'inscrit dans une démarche de consolidation des acquis de la vision Bénin à l'AFIA 2025, tout en intégrant les nouveaux défis et enjeux de développement de notre pays pour explorer les futurs possibles et éclairer les décisions de l'État. En effet, l'analyse du système Bénin a permis d'identifier les tendances lourdes et les ruptures potentielles qui déterminent notre trajectoire de développement. Le scénario optimiste retenu projette un Bénin caractérisé par une économie prospère et compétitive, une gouvernance inclusive et efficace et un bien-être partagé dans toutes les régions. Déclinée en 9 orientations et 15 objectifs stratégiques, cette vision est l'émanation des aspirations des Béninois collectées sur toute l'étendue du territoire national. Elle est intitulée « Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur ». Elle constitue par ailleurs un cadre dynamique capable de s'adapter aux évolutions futures. Conformément aux dispositions de la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin, la vision nationale de développement est adoptée par une loi. Le Conseil a donc instruit les ministres chargés du développement et de la justice d'assurer le suivi du processus législatif à cet effet. Comme autre mesure normative, il a été adopté le décret portant création de la société d'exploitation des loisirs et activités du Golfe d'Avlekété SA et approbation de ses statuts. S'agissant des communications, en point 1, adoption du plan stratégique de développement 2025-2029 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Élaboré avec une large participation des différentes parties prenantes concernées, il fédère les interventions du ministère au cours des 5 prochaines années et vise à faire de ces secteurs des vecteurs de développement durable, de cohésion sociale et de rayonnement international. Ainsi, il projette, citation, qu'à l'horizon 2029, le Bénin est une destination touristique de renommée mondiale soutenue par une riche diversité culturelle. Fin de citation. Pour ce faire, 3 orientations stratégiques sont définies en vue d'y parvenir. Il s'agit de la dynamisation et la réglementation de l'organisation et du fonctionnement du ministère, le développement et la promotion d'une offre touristique diversifiée, attirant à la fois les visiteurs locaux et internationaux, le développement et la promotion de la culture et des arts en tant que pilier de l'économie créative. Ces orientations sont, à leur tour, déclinées en objectifs stratégiques puis en axes opérationnels, le tout pour un coût total estimatif de 797 milliards 174 millions 361 179 francs CFA sur les 5 prochaines années. Dans le cadre de la mise en œuvre cohérente du présent plan, un comité représentant l'ensemble des structures et acteurs en charge du développement des secteurs du tourisme, de la culture et des arts sera mis en place avec pour mission de coordonner, promouvoir et piloter la réalisation des grandes actions ciblées. En interactualité au Mali, un projet de loi adopté ce mercredi
Un conseil des ministres prévoit d'accorder un mandat présidentiel au général Assimi Goïta, déjà président de la transition. Assimi Goïta restera à la tête de l'État pendant au moins 5 années supplémentaires. Ce mandat est renouvelable sans élection jusqu'à la pacification totale du Mali et des autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Le reportage. Au Mali, le Conseil des ministres a adopté mercredi un projet de loi qui octroie au chef de l'État un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025. Le texte doit encore être examiné par le Conseil national de transition. En cas de feu vert, le général Assimi Goïta restera à la tête du pays au moins jusqu'en 2030 sans solliciter les suffrages des électeurs. Le document en gestation reprend des recommandations de la concertation nationale organisée au Mali dans la dissolution des partis politiques et la mise en veilleuse des élections. Assimi Goïta, 42 ans, est à la tête du Mali après les putschs de 2020 et 2021. Il fait fi des appels en faveur d'un retour des civils au pouvoir. Pour la junte militaire qu'il dirige, la priorité reste la pacification du pays en proie aux exactions des groupes armés. Les élections peuvent attendre. Le Mali s'achemine-t-il vers une présidence à vie du général Assimi Goïta sans élection? La question se pose de plus en plus. L'Afrique du Sud est touchée depuis ce week-end par une vague de froid et d'intempéries en cet hiver austral avec les chutes de neige et les inondations. Ces dernières ont été très meurtrières dans la région du Cap oriental dans le sud-est du pays. Un bilan provisoire fait état de 49 morts, dont plusieurs enfants. Suivants. Au moins 49 personnes ont été confirmées mortes mercredi lors des inondations qui ont frappé la province du Cap oriental en Afrique du Sud. Les autorités ont déclaré que le bilan devrait s'alourdir à mesure que d'autres corps sont retrouvés lors des recherches de personnes disparues. Ces inondations ont dévasté la province du sud-est du pays tôt mardi après qu'un front météorologique a apporté de fortes pluies, des coups de vent et même de la neige dans certaines régions. Nous sommes tous sur le terrain pour évaluer les dégâts, soutenir les opérations de secours et échanger directement avec les familles touchées, comme nous le faisons actuellement depuis 2 centres où nous interagissons avec nos concitoyens qui y sont hébergés. Nous réitérons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées et appelons les habitants à rester vigilants et à suivre les consignes des équipes locales de gestion des catastrophes. Les autorités de la province du Cap oriental ont indiqué que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent ce jeudi pour une 3e journée. Elles ont ajouté qu'elles travaillaient avec les familles pour savoir qui n'a pas encore été retrouvé, le nombre de personnes portées disparues étant incertain. L'Afrique du Sud est vulnérable au front météorologique violent qui souffle depuis l'océan Indien et l'océan. La commission électorale burundaise a proclamé ce mercredi les résultats provisoires des élections législatives qui se sont tenues le 5 juin dernier dans le pays. Si le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, en sort grand vainqueur, avec plus de 96% des voix, ses concurrents crient à la fraude et dénoncent un scrutin truqué. Le reportage. Les résultats provisoires des élections législatives au Burundi ont proclamé le parti au pouvoir vainqueur avec plus de 96% des voix. Ce score permet au Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie, CNDD-FDD, parti du président Évariste Ndayishimiye, de remporter l'ensemble des 100 sièges de l'Assemblée nationale. 6 jours après le scrutin du 5 juin, aucune des 20 autres formations et coalitions politiques qui s'étaient présentées n'a recueilli plus d'1% des voix, à l'exception de l'ancien parti unique UPRONA, qui récolte 1,3% des suffrages. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé ses résultats provisoires lors d'une cérémonie officielle à Bujumbura, après quoi le secrétaire général de l'UPRONA, Olivier Nkurunziza, a dénoncé une élection truquée. Il a rejeté les résultats en avançant que le parti au pouvoir avait même remporté 100% des voix sans vote nul, ni abstention, ni absent dans certaines circonscriptions. 5 pays ont imposé ce mardi des sanctions contre 2 ministres israéliens issus de l'extrême droite pour incitation à la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie.
Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich et son homologue de la Sécurité nationale Itamar Ben, qui sont tous deux des colons, verront ainsi leurs avoirs gelés et seront interdits d'entrer sur le territoire canadien. C'est après moi. La Nouvelle-Zélande, le Canada, la Norvège, l'Australie et le Royaume-Uni ont sanctionné 2 membres du gouvernement Netanyahou. Il s'agit des ministres israéliens de la Défense et des Finances. Ces 2 hommes sont accusés d'incitation à la violence contre les Palestiniens. Il leur est reproché par ailleurs de soutenir l'expansion des colonies et la poursuite des opérations de Tzahal à Gaza. Ces 2 individus, Ben Gvir et Smotrich, incitent à la violence contre le peuple palestinien depuis des mois. Ils ont encouragé des violations flagrantes des droits de l'homme. Nous avons soulevé cette question auprès du gouvernement israélien, à la fois en privé et en public. À nos partenaires, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège, nous annonçons aujourd'hui des sanctions à l'encontre de ces individus parce que nous avons été absolument clairs. Cela doit cesser et nous sommes en faveur d'une solution à 2 États. La violence des colons que nous avons observée en Cisjordanie en particulier est tout à fait inacceptable et doit cesser. Dans le collimateur de ces 5 pays occidentaux, les ministres concernés risquent l'interdiction de voyager et un gel de leur avoir. C'est sur cette actualité que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedline.tv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux, Facebook et YouTube.